Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cet événement comme à la télé, organisé pour la sortie de notre étude faite par les analystes spécialistes de la finance durable de Novetic, les fonds verts européens au défi de la taxonomie. Alors, Novetic analyse l'univers des fonds verts européens depuis plus de 10 ans maintenant et nous nous efforçons d'en déterminer la taille, les caractéristiques et de voir jusqu'où et comment ces fonds verts accompagnent la transition de l'économie européenne vers une économie plus verte et plus durable. Mais en fait, cette année, il y a une nouveauté puisque ce nouveau cadre est posé par la stratégie de finance durable européenne qui a créé un nouveau référentiel d'activité verte qui est donc la taxonomie. Alors la taxonomie, c'est un référentiel technique de plus de 400 pages qui est donc le dictionnaire qui définit l'économie verte telle qu'elle doit être pour atteindre les objectifs environnementaux de l'Europe, à commencer par la neutralité carbone. Et donc, il est intéressant de voir comment ce référentiel vert peut être appliqué à l'univers des fonds verts tel qu'il est aujourd'hui. Nous faisons cette étude avec le soutien de l'ADEME et donc on va avoir le programme suivant pendant l'heure et demie avec laquelle vous serez avec nous. On a d'une part, avec Patrick Jolivet, donc, qui est le directeur des études socio-économiques de l'ADEME, une explication sur pourquoi l'ADEME soutient ce type de travaux et s'intéresse à la question du financement. Ensuite, on aura une présentation de l'étude avec Lorraine Moretti et Julie Nicolas, qui sont les autrices de cette étude. Et puis enfin, nous aurons une partie débat avec Lise Moret, qui est la responsable de la stratégie climat et investissement responsable d'AXA IM, et Ladislas Mia, qui est le responsable durable de Mirova. Et enfin, nous passerons en anglais avec un spécialiste de la certification des Green Bonds. Donc merci de rester avec nous et tout au long de ce qui devrait être passionnant. On va commencer avec vous, Patrick Jolivet. Finalement, pourquoi l'ADEME s'intéresse à la question de l'articulation entre l'orientation environnementale de l'économie et les financements ? Bonjour Anne-Catherine, bonjour à tous. Alors d'abord, la première raison, c'est que l'ADEME est un des financeurs de la transition écologique, puisque à travers ses fonds d'intervention, le fonds chaleur, le fonds économie circulaire, le fonds hydrogène ou le fonds de décarbonation de l'industrie nouvellement créé, l'ADEME finance des solutions assez matures technologiquement en faveur de la transition. Et par ailleurs, l'ADEME est un des opérateurs du plan investissement d'avenir, et donc on finance des innovations en faveur de la transition écologique. Il arrive parfois que ces financements de l'agence soient en fait des cofinancements. Et donc nous avons tout intérêt à ce que les investisseurs puissent identifier les secteurs dans lesquels ils investissent et les secteurs verts dans lesquels ils puissent investir. Donc ça, c'est une première raison. Et puis ensuite, si on prend un peu plus de recul, on sait aujourd'hui que les besoins d'investissement pour financer la transition écologique seront massifs. Au niveau européen, le plan de financement prévu par la Commission européenne dans le cadre de son pacte vert, de son Green Deal, estime à environ 260 milliards d'euros par an le besoin d'investissement nécessaire pour atteindre nos objectifs énergétiques et écologiques à l'horizon 2030. En France, nos partenaires de l'Institut pour l'économie du climat estiment qu'il faudrait à court terme, c'est-à-dire entre 2020 et 2023, environ 21 milliards d'euros supplémentaires par an d'investissement pour la France, bien sûr, et à moyen terme, c'est-à-dire 2024-2028, 56 milliards par an, en France toujours, pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces besoins d'investissement, qui seront en partie des investissements publics, seront bénéfiques à l'économie. Ce que l'ADEME a montré, notamment dans des travaux réalisés cette année pour le compte de l'Institut du Haut Conseil pour le climat, c'est que ces investissements publics auront des effets positifs sur l'activité économique, sur l'emploi, sur les comptes publics. Mais au regard de ça, il faut bien être conscient que la majorité des financements de ces investissements seront en fait des financements privés. La part publique dans ces montants d'investissement et donc des financements nécessaires pour réaliser ces investissements sera mineure, même si elle se chiffre en milliards et en dizaines de milliards sur les 10 ans qui viennent. La majeure partie des financements seront des financements privés. Et donc pour nous, il est tout à fait important que les investisseurs privés, que les acteurs du financement puissent identifier de façon claire les actifs durables et les actifs concourant à la transition écologique. Alors grâce à vous, on voit effectivement l'ampleur de la mobilisation nécessaire. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, nous faisons état d'une dynamique sur laquelle on va revenir du marché des fonds verts. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est encore
moins d'1% de l'ensemble des marchés, enfin des fonds disponibles sur le marché européen. Donc est-ce que pour vous, la taxonomie est cet élément, cet accélérateur de particules qui va permettre d'atteindre le niveau de mobilisation des fonds privés nécessaires? Alors, oui, ça peut en faire partie. Vous avez raison. D'ailleurs, l'étude le mentionne. Aujourd'hui, les fonds verts européens, ça correspond à peu près à un demi-pour-cent de l'ensemble des fonds cotés, d'après le chiffre que vous citez. Donc on est bien sur un marché de niche. Ce qui d'ailleurs, après 20 ans d'investissement responsable, peut nous conduire à nous poser quelques questions sur le caractère vraiment vert de produits qui se présentent comme responsables, mais c'est un autre débat. Cela étant, on fera un autre jour. On fera un autre jour. On est sur un marché de niche, mais on est sur une niche qui est dynamique. Et on est sur un marché en croissance. Et aujourd'hui, ce qui nous semble, c'est qu'il y a une conjoncture qui est assez favorable à la diffusion et on l'espère, à la massification de cette finance durable. Au niveau européen, la conjoncture au niveau européen est très positive. Il y a un ensemble de règlements qui sont en cours de préparation pour l'année qui vient, règlements qui vont toucher la communication extra-financière des entreprises. Il va y avoir le règlement benchmark sur les indices, le règlement disclosure sur l'information fournie par les investisseurs, et puis donc le règlement taxonomie dont vous venez de parler sur la définition des activités durables. Donc nous, on pense effectivement à l'ADEME qu'un tel règlement et une telle définition va dans un sens positif et est de nature à stimuler le marché. Déjà pour une première raison, c'est que la taxonomie elle va permettre d'harmoniser la définition de ce qu'on appelle une activité durable ou non. Et ça, c'est très important, à notre avis, pour les investisseurs, mais aussi pour l'épargnant final. Ça évite ce qu'on appelle par ailleurs de greenwashing, ou en quelque sorte du dumping environnemental. Il existe du dumping fiscal, il pourrait aussi exister du dumping environnemental. Je suis plus vert que mon voisin. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, les fonds ne sont pas... la définition des fonds verts n'est pas harmonisée. Donc cette taxonomie va permettre d'harmoniser la définition des fonds verts où que vous soyez en Europe. Et ça, il nous semble que c'est un élément très positif pour le marché. Et d'ailleurs, au-delà de ça, la taxonomie n'est qu'une pierre angulaire ou une première étape vers l'idée qu'on va pluguer sur cette taxonomie des standards. Et un de ceux-là en particulier est un projet d'écolabel pour les produits financiers. Est-ce que pour vous, les épargnants sont prêts à choisir un produit financier parce qu'il aura un label vert comme ils le font pour un produit ménager aujourd'hui? Alors oui, nous, il nous semble que c'est effectivement un très bon signal. D'abord, sur les produits ménagers, aujourd'hui, il y a une très bonne notoriété des écolabels. Dans les études que nous faisons à ADEME, les 3/4 des Français déclarent reconnaître les écolabels, soit leur logo, soit leur nom. Quand on demande aux Français quels petits gestes ils seraient prêts à faire au quotidien pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique, plus de 80% d'entre eux nous répondent acheter des produits ayant moins d'impact sur l'environnement ou écolabellisés. Donc on voit bien que les écolabels aujourd'hui sont connus et qu'il y a une appétence pour ce type de label. Ensuite, évidemment, sur ce qui concerne les écolabels en matière financière, il n'y a pas de raison que le consommateur final, en l'occurrence l'épargnant, se comporte différemment. Donc ça va dans le bon sens. Les premières études dont nous disposons montrent qu'effectivement, il y a une demande des épargnants pour disposer de produits reconnus comme ayant moins d'impact sur l'environnement, et que l'information est la première des conditions, le premier levier pour renforcer cette confiance des épargnants. Donc il nous semble que c'est un signal qui va dans le bon sens. Après, il va falloir travailler sur ces sujets-là dans les années qui viennent. D'ailleurs, c'est un des sujets qu'instruit l'ADEME actuellement avec des partenaires, puisque nous coordonnons un projet européen qui s'appelle Finance Climat, qui associe différents partenaires publics, partenaires de place, think tanks et acteurs privés, et qui va travailler notamment sur cette question de la confiance des épargnants, sur l'écolabel et sur ce que les économistes appellent les préférences environnementales des épargnants. Donc c'est un signal positif. Après, il faut être lucide en matière de finances durables et d'épargne durable. Comme en matière de transition écologique, il ne faut pas tout attendre du consommateur final. Il faut bien avoir une politique globale qui touche à la fois la demande, l'offre, la structuration du marché, la régulation, l'organisation des marchés. Et donc, en ce sens, les règlements européens en cours de préparation sont, à notre avis, un élément qui peuvent stimuler les fonds verts et la finance durable dans les années qui viennent. Merci beaucoup Patrick. Avant de passer à la partie à proprement parler de la présentation des résultats de l'étude, une page de publicité pour Novetic. Lorraine Moretti et Julie Nicolas, je suis ravie de vous accueillir maintenant pour rentrer dans le dur de ce qui, c'est vous qui êtes les autrices de cette étude complexe à faire. On va commencer avec vous Lorraine par
Une question fondamentale, finalement, ce marché des fonds verts européens, aujourd'hui, quelles sont ses caractéristiques? Alors, le marché des fonds verts européens, aujourd'hui, il est en croissance. C'est un marché dynamique. Et cette croissance a été particulièrement importante ces 2 dernières années. Donc, à fin 2019, il s'élève à 60 milliards d'euros pour presque 230 fonds. On a observé une 60aine de fonds lancés en 2 ans. C'est un chiffre qui témoigne de cette croissance, mais aussi de l'attractivité pour les investisseurs de ce type de produit. Et au niveau de notre panel, nous sommes à une croissance, à une collecte de 17 milliards d'euros en 2 ans. En termes de classe d'actifs, la répartition est très favorable aux fonds d'action, qui représentent les 3/4 des fonds de notre panel et 80% des encours, le reste étant des fonds de green bonds et des fonds d'autres classes d'actifs type diversifié. Cette croissance, justement, elle a été boostée par l'essor des green bonds. Les fonds utilisant ces instruments comptent pour 1/3 des créations de fonds européens depuis 2017. Et la Climate Bond Initiative estime que pour 250 milliards de dollars de green bonds ont été émis en 2019 au niveau mondial. Donc on voit avec vous qu'il y a effectivement un boom du vert, ça c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que ces fonds ont aussi volonté d'exclure le plus marron ou en tout cas un certain nombre de choses qui paraissent nuisibles à l'environnement? Oui, alors les exclusions sont une pratique courante pour les fonds verts. Plus de la moitié des fonds étudiés et 3/4 des encours pratiquent ces exclusions, qu'elles soient normatives ou sectorielles. Elles sont très hétérogènes. Donc au niveau normatif, on a des exclusions type Pacte mondial des Nations Unies ou normes de l'OIT. Et au niveau sectoriel, là, on a les plus fréquentes qui concernent le secteur de l'énergie. Donc ça sera le charbon, les combustibles fossiles et le nucléaire. Et pour d'autres exclusions qui ne concernent pas le secteur de l'énergie, on aura les OGM, la pâte à papier ou l'huile de palme. Donc on a beaucoup d'exclusions, par contre elles sont extrêmement variées, donc ce n'est pas forcément très lisible pour le client du produit financier. Est-ce que du coup en termes de gage de lisibilité, ces fonds à thématique environnementale choisissent de faire certifier leur qualité environnementale par un label? Oui, alors au niveau européen, on a 2 types de labels. On en a 9 déjà. On a les labels ESG et les labels verts. Donc la différence majeure qu'on observe entre les labels que l'on qualifie d'ESG et ceux que l'on qualifie de verts, c'est que ces derniers, il y a un référentiel d'activité verte qui leur est propre. Donc pour le label Greenfin, LuxFlag Environnement et LuxFlag Climate Finance, ils exigent qu'une part minimum du portefeuille soit alignée avec ce référentiel vert qui leur est propre. Donc on voit que cette mécanique de taxonomie est déjà finalement à l'œuvre sur ce type de label. Bien sûr. Puis ensuite, presque tous les labels, ils proposent des exclusions sectorielles, notamment concernant le nucléaire ou les énergies fossiles. Et en ce qui concerne notre panel, on a 90 fonds qui possèdent au moins un label. Donc ce qui est paradoxal, en revanche, c'est que la moitié possède un label ESG uniquement, alors qu'on parle bien de fonds verts. Mais ce qu'on peut observer également, c'est qu'une trentaine de fonds ont choisi, eux, d'associer un label ESG et vert. Donc dans ce cas-là, on a à la fois la visibilité, la qualité du processus de gestion garantie par le label ESG et les garanties environnementales pour le label vert. Donc on a 1/3 des 90 fonds labellisés qui sont à peu près lisibles dans la démarche. C'est ça. Donc est-ce que finalement l'épargnant toujours ou le client investisseur, il a un autre type d'outils à sa disposition, c'est-à-dire des indicateurs de performance environnementale du fonds, comme on a aujourd'hui des indicateurs de performance financière? Oui, alors au niveau des indicateurs d'impact, il y a certes encore une marge de progression, mais on constate quand même qu'il y a une vraie démocratisation de ces indicateurs, on en retrouve de plus en plus. Et près d'1/3 du panel étudié communique sur au moins un indicateur de performance durable, que ce soit environnemental, social ou de gouvernance. En revanche, il existe quand même une confusion entre des indicateurs d'impact physique qui vont mesurer une contribution concrète des fonds, par exemple à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc l'intensité carbone, les émissions évitées par exemple, avec des indicateurs qui sont moins concrets, des indicateurs illustratifs, donc par exemple, la répartition du portefeuille par thématique durable ou la note ESG du portefeuille qui, là, ne donne pas d'indication sur la performance environnementale de ce fonds. Voilà. Donc on voit effectivement que la taxonomie va avoir toute son utilité. Donc je me tourne vers vous, Julie, pour vous demander effectivement comment on a pu procéder, puisqu'on vient de voir avec Lorraine à quel point, certes, il y a une dynamique verte, ça c'est la bonne nouvelle, mais enfin en même temps, de là à comprendre quelle est sa performance environnementale, quelle est son affectation environnementale, ça reste un peu compliqué. Donc du coup, comment on peut utiliser dans cet univers-là la taxonomie aujourd'hui? Alors déjà, pour présenter un peu brièvement la taxonomie, on en a parlé, c'est un référentiel d'activité verte qui permet de déterminer si une activité contribue ou non à l'un des 6 objectifs environnementaux qui a été établi par l'Union européenne.
Donc, pour l'instant, c'est un guide qui n'est pas encore abouti. Les deux premiers objectifs seulement ont été traités, donc à savoir l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Et pour ces deux objectifs, une liste de 70 écoactivités a été établie avec des critères de performance environnementale associés. Donc on voit la théorie. Comment pratiquement, finalement, les investisseurs qui construisent des fonds verts vont pouvoir s'emparer de ce type de référentiel? Alors, les investisseurs, ils vont devoir analyser les entreprises en portefeuille. Et pour cela, l'analyse de l'alignement à la taxonomie se fait en 4 étapes. Donc, premièrement, il faut qu'ils identifient pour chaque entreprise la part de revenus qui provient d'activités éligibles à la taxonomie. Ensuite, la deuxième étape, c'est de vérifier que ces activités respectent bien les critères techniques, ce qu'on appelle les critères techniques de la taxonomie. Donc là, la taxonomie a défini des seuils et des métriques précises, donc qui peuvent être notamment des objectifs en termes de performance environnementale qui se mesurent par des émissions de CO2, par exemple. La troisième étape, c'est de vérifier que ces activités qui ont une contribution positive pour un objectif n'ont pas de contribution négative pour les autres. Donc, cette absence de préjudice, qu'on appelle en anglais le Do No Significant Harm ou DNSH, donc ça c'est le troisième critère. Et enfin, le quatrième critère qui est de vérifier que les entreprises en question respectent des garanties sociales minimum, donc par exemple les normes de l'OIT citées précédemment. Alors, on voit la complexité du processus. Est-ce qu'en l'état, on peut appliquer ces étapes à cet univers de fonds verts que Lorraine vient de décrire? C'est un petit peu compliqué, effectivement, parce qu'en fait, on est face à deux problèmes. Les gérants des fonds verts, pour l'instant, ne privilégient pas vraiment ce type d'approche. Donc, si, ils vont regarder les produits verts des entreprises, mais ils vont aussi regarder les politiques de management environnemental mises en place, les politiques RSE, etc. Et donc, ce qui fait que les entreprises elles-mêmes, dans leur reporting durable, déjà vont souvent donner des indicateurs environnementaux au niveau du groupe, de l'entité, et pas au niveau de chaque activité. Et en plus, les indicateurs communiqués ne sont pas forcément ceux qui permettent de vérifier les critères techniques de la taxonomie que j'évoquais précédemment. Donc en fait, on est vraiment dans un changement de logique complet pour les entreprises qui vont les obliger à changer totalement leur système de collecte d'informations. Et effectivement transformer une logique d'information environnementale d'ordre managérial à une information de performance ou de mesure de l'impact environnemental. Et c'est vraiment ça le principal apport. Donc là, on voit un peu la théorie, mais finalement, pratiquement, vous avez fait comment, Julie, pour essayer d'appliquer cette théorie à un univers de fonds donnés, sélectionnés sur d'autres critères et avec d'autres données que celles qu'on vient d'évoquer? Alors, pour les fonds actions, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé, on est parti d'un panel d'une centaine de fonds à peu près, pour lesquels on avait assez d'informations sur les portefeuilles pour identifier les entreprises les plus fréquemment sélectionnées. Et donc, on est arrivé à un panel de un peu plus de 400 entreprises qui représentent à peu près 70% des encours des fonds en moyenne. Et donc ensuite, on a analysé chacune de ces entreprises individuellement à l'aide de la documentation publique de ces entreprises. Et là, on est parti d'une analyse effectivement de taxocompatibilité en 5 étapes. Donc premièrement, en regardant la documentation, identifié les activités des entreprises qui seraient éligibles à la taxonomie. Dans un deuxième temps, on a vérifié le principe des critères techniques de la taxonomie. Donc, pour vous donner un exemple un peu plus concret, pour l'activité de traitement des données, ce principe stipule que les data centers concernés doivent avoir mis en place des politiques et des mécanismes d'efficacité énergétique. Donc, on a vérifié ce critère-là. Ensuite, et ça, c'était pas une mince affaire, il a fallu identifier la part de chiffre d'affaires qui provenait de chacune de ces éco-activités. Et après, en quatrième étape, on a agrégé ces parts de taxocompatibles au niveau de l'entreprise. Et enfin, on a agrégé au niveau du fonds la part de taxocompatibilité provenant de chaque entreprise du portefeuille. Alors, Julie, fin du suspense, ça donne quoi comme résultat finalement ? Alors déjà, il faut rappeler qu'on est sur donc, les 400 entreprises les plus sélectionnées par un panel de fonds verts. Or, quand on regarde un petit peu la répartition des taxocompatibilités de ces entreprises, on est un peu face à deux grands groupes. Donc un petit groupe de ce qu'on pourrait qualifier de pure player avec des parts de taxocompatibilité qui dépassent les 80% des revenus. Et puis un groupe beaucoup plus grand d'entreprises qui ont en fait des parts de revenus qui sont inférieures à moins 20% de taxocompatibilité.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, ce groupe important d'entreprises? En fait, en 2 points principaux. D'abord, tous les secteurs ne sont pas encore couverts dans la version actuelle de la taxonomie. Donc il peut s'agir on sait qu'il y a donc 4 autres objectifs, dont celui de la qualité de l'eau, dont celui de l'économie circulaire, oui. Donc toutes choses qui sont encore à venir. Donc là, effectivement, on ne peut pas l'intégrer. Oui, exactement. Et non seulement, oui, comme vous l'avez dit, il y a 4 autres objectifs qui vont venir, mais en plus de ça, sur les objectifs d'adaptation du changement climatique et d'atténuation, pour l'instant, les écoactivités ne concernent pas tous les secteurs de l'économie. Seulement les secteurs les plus carbo-intensifs ont été traités pour l'instant. Donc il peut s'agir d'entreprises qui opèrent dans ces secteurs qui n'ont pas encore été traités, même si elles mettent en place des processus de management environnemental et elles verdissent leurs opérations qui expliquent qu'elles ont été sélectionnées par les gérants des fonds verts. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y aurait un gisement vert qui n'est pas encore exploité. En revanche, il y a une nouvelle beaucoup plus nuancée, c'est que quand même, pour l'instant, en fait, elles disent très peu de choses finalement sur les caractéristiques environnementales de leur stratégie. C'est ça, et c'est la deuxième explication de ce groupe important d'entreprises avec une faible part de revenus taxo-compatibles, c'est que quand on n'a pas réussi à identifier la part de chiffre d'affaires taxo-compatible, par défaut, on les a considérés nuls. Donc là, on voit, et ça va être un des grands défis sur les 1 à 2 ans qui viennent, de changer la nature même de la communication publique des entreprises, le tout dans un contexte de crise du Covid, donc qui va être la grande bataille que va mener la plateforme européenne qui est en train de construire les prochaines étapes de la taxonomie. Pour en revenir à notre étude, donc, une fois qu'on a eu fait ce travail, ça donne une idée donc, de la taxo-compatibilité des entreprises sélectionnées par des fonds verts. Donc, est-ce qu'on peut évaluer et calculer la part taxo-compatible de notre offre de fonds verts ? Alors, pour notre panel, on est sur un chiffre plutôt intéressant. Donc, on est quasiment à 30% en moyenne de part taxo-compatible des fonds. Et donc, oui, c'est un chiffre plutôt impressionnant parce que si on le compare aux parts pour les labels de finance verte qu'évoquait Lorraine, aux parts qui sont exigées de conformité avec les référentiels de ces labels-là, en général, on est en dessous de ces 30% que notre panel atteint. Il faut quand même prendre de la distance avec ce chiffre qui est plutôt optimiste, parce que, comme je l'expliquais plus tôt, on s'est basé seulement sur le premier filtre de la taxonomie. Donc on peut totalement imaginer qu'en appliquant les filtres, les étapes suivantes de la vérification de l'alignement à la taxonomie, cette part se réduise. Alors ça, c'est un point effectivement important, c'est que la taxonomie décrit l'économie qu'il serait nécessaire pour atteindre les objectifs que s'est fixé l'Union européenne, et on voit bien aujourd'hui que l'économie telle qu'elle l'est n'est pas alignée là-dessus. Donc effectivement aujourd'hui, est-ce que ce que vous avez identifié comme fonds taxo-compatibles, est-ce qu'effectivement ils ont des caractéristiques de meilleure performance environnementale, et comment on peut les identifier ? Alors, déjà, un point intéressant, on a séparé notre panel de fonds verts selon leur part de taxo-compatibilité en 2 groupes. Donc les fonds les plus taxo-compatibles, on les a qualifiés de fonds vert foncé, donc c'est les fonds qui ont au moins 30% de part de taxo-compatibilité. Et les fonds les moins taxo-compatibles, avec moins de 30%, on les appelait les fonds vert clair. Et donc, première différence notable, en termes de performance financière, pour commencer, les fonds vert foncé ont une meilleure performance, que ce soit sur 1 an, 3 ans ou 5 ans, que les fonds vert clair. Maintenant, pour répondre à votre question sur la performance environnementale, c'est un peu plus compliqué de l'évaluer, parce qu'en vérité, en termes d'indicateurs d'impact environnemental, les fonds vert foncé ne sont pas tellement plus transparents que les fonds vert clair. Donc c'est difficile de pouvoir avoir une réponse claire sur cette performance environnementale. Donc en fait, cet enjeu de transparence qu'on a sur les entreprises, on le retrouve aussi au niveau des fonds. Donc on peut mesurer qu'effectivement la taxonomie dans toutes ses dimensions est un véritable défi pour cet univers de fonds actions, puisque
L'un des paradoxes, c'est que finalement c'est rentable, en tout cas c'est très performant financièrement parlant, mais qu'en termes d'impact environnemental, on manque cruellement d'informations, mais on espère que encore une fois, dans les 2-3 ans à venir, les choses vont changer. Ce qui nous amène, Julie, à un autre univers. Alors lui, théoriquement, déjà très vert, puisqu'on parle de green bonds, donc d'obligations vertes, qui est une autre part de marché qu'on a regardé. Est-ce que finalement, dans ce marché vert, par le marketing, par l'affichage et par la composition des fonds, aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'une taxonomie ? Alors, déjà, première bonne nouvelle, dans notre panel de fonds qui a une approche sélectionnant plutôt des green bonds, on est sur une part de green bonds de 80%. Donc c'est plutôt de plus de 80% même. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'effectivement, comme vous le disiez, les obligations vertes ont été créées pour justement apporter plus de transparence sur l'investissement dans des projets verts. Et en plus de ça, c'est un marché où a émergé un standard un petit peu de bonne pratique, les Green Bond Principles, qui conditionnent un petit peu la transparence à chaque niveau d'émission d'une obligation verte. Et là, on voit que sur notre panel, on est à plus de 70% d'alignement des obligations en portefeuille avec ces Green Bond Principles. Donc en fait, on a des green bonds qui investissent dans des green bonds et qui en plus remplissent des critères de transparence. Donc tous les green bonds sont verts ou c'est un peu plus compliqué que ça ? Alors, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Comme il y avait, avec l'émergence de ce marché a aussi émergé le risque de greenwashing. Donc, une offre d'avis externe a émergé, justement, pour pouvoir regarder un petit peu la qualité environnementale des projets financés par ces green bonds et aussi leurs bénéfices environnementaux. Parce qu'on se doute bien qu'investir dans des projets d'efficacité énergétique dans un pays qui est déjà très fortement décarboné, ça a un impact environnemental moins impressionnant que dans un pays qui est encore très dépendant du charbon. Par exemple, il vaut mieux faire des panneaux solaires en Pologne que finalement, je sais pas, en Espagne ou au Maroc où il y a déjà énormément d'énergie solaire. Par exemple, et exactement. Et donc ces avis externes sont proposés par des sociétés qu'on appelle qui offrent des second party opinions. Et on accueillera Cicero tout à l'heure, il me semble, qui justement fait partie. Alors donc effectivement aujourd'hui, ce qui est important sur ces qualités vertes, c'est que, et c'est là où on va en venir après avec la taxonomie. Ouais. Pour l'instant, ces qualités vertes sont évaluées par des certificateurs spécialisés, comme un de ceux qu'on va recevoir tout à l'heure et qui va nous expliquer, qui travaille aussi sur ces nuances de vert. Exactement. Puisque finalement, c'est un des points communs de tout ce qu'on vient de voir, c'est qu'il y a beaucoup de nuances, c'est un camailleux de vert. Si on en revient donc dans ce camailleux de vert marketé comme sous le terme de green, en quoi finalement la taxonomie va changer la donne, puisque elle est aussi liée à un standard. Puisque évidemment l'idée c'est d'avoir un écolabel pour tous les produits, mais aussi un standard de green bonds qui dit ça c'est la qualité environnementale européenne. Donc comment ça va marcher ? En fait, même pour les obligations vertes, qui sont considérées comme vertes, on n'est pas forcément sur des performances environnementales qui sont très cadrées pour l'instant, et en tout cas qui n'ont pas forcément le niveau d'ambition de la taxonomie. Donc la taxonomie va servir justement à harmoniser ces standards de performance environnementale au niveau des green bonds. Et effectivement, va s'inscrire dans un green bond standard européen, qui va cadrer aussi le niveau de transparence et qui va s'appuyer d'ailleurs sur les Green Bond Principles pour définir des standards de performance environnementale, mais aussi de transparence pour les Green Bonds. Donc on voit l'apport que ça peut représenter. Est-ce que finalement ça va résoudre des problèmes, puisqu'on voit aujourd'hui que certains émetteurs de Green Bonds sont très contestés par leur absence de qualité environnementale. Est-ce que finalement la taxonomie va transformer ce marché ? Alors, pour faire simple, on est souvent face à deux types de controverses sur les green bonds. Donc les premières vont concerner plutôt l'émetteur. Ça va être un émetteur qui est considéré pour les investisseurs comme n'étant pas un émetteur très vert. Donc même si le green bond que cet émetteur a émis et finance bien des projets verts, en vérité, la controverse se situe au niveau de l'émetteur. Et là, ce n'est pas le type de controverse sur la taxonomie qui va pouvoir apporter le plus de consensus. Par contre, sur le deuxième type de controverse, donc les controverses cette fois au niveau des projets financés par les obligations vertes, là, la taxonomie va permettre de pouvoir mieux trancher. Donc, pour vous donner deux exemples, sur le premier type de controverse au niveau des émetteurs,
En 2016, quand la Pologne a émis son obligation verte souveraine, elle était la première à le faire, donc elle a dépassé la France. En vérité, c'était une obligation verte qui allait bien vers des projets verts, notamment concernant les transports bas carbone. Mais pour beaucoup d'investisseurs, le problème n'était pas là. Le problème était plutôt au niveau de l'approche globale de la Pologne, notamment qui était un peu charbonné, on va dire, voilà. Qui l'est toujours d'ailleurs. Exactement. Donc si certains investisseurs ont quand même choisi d'investir dans ces obligations, et d'ailleurs une part assez importante des fonds de Green Bonds, parce que la Green Bond en elle-même était verte, d'autres investisseurs sont allés jusqu'à exclure les obligations vertes de la Pologne de leur portefeuille. Donc là, typiquement, la taxonomie ne permet pas de trancher parce que l'obligation en elle-même finance des projets verts, mais c'est l'émetteur qui est remis en question. Un autre exemple où, là, en l'occurrence, la taxonomie permet de trancher, on peut par exemple... Parce qu'elle élève le niveau d'exigence environnementale, en fait. Exactement. Là, on peut citer l'obligation verte émise par une banque norvégienne qui s'appelle Sparbank N. Et là, c'est une obligation qui va financer indirectement la construction de bâtiments neufs qui sont jugés efficaces énergétiquement. Et en fait, la controverse a émergé parce que ces bâtiments, en vérité, ils respectent surtout les normes de marché, les dernières normes de marché de performance énergétique. Voilà, donc on peut supposer qu'en Norvège, elles sont plus exigeantes qu'ailleurs, mais enfin, ça ne suffit pas pour en faire des bâtiments alignés sur la neutralité carbone ou par exemple... Exactement. Dans la taxonomie, ce qui est requis pour les bâtiments, c'est qu'ils aillent plus loin que les normes environnementales les plus ambitieuses sur le marché. Donc là, Sparbank, si elle avait suivi la taxonomie lors de l'émission de ce Green Bond, aurait seulement sélectionné des projets de construction qui respectent, donc qui vont au-delà de ces normes les plus ambitieuses. Ben écoutez, merci beaucoup à vous, Lorraine et Julie. Grâce à vous, on comprend mieux à la fois l'ambition de la taxonomie qui va quand même considérablement augmenter l'exigence environnementale de produits financiers ou de l'activité des entreprises, mais qui en revanche va nécessiter une adaptation assez colossale finalement à la fois des entreprises, des investisseurs et des clients de ces fonds. Merci à vous deux. Avant de passer à la partie débat de cette étude, une nouvelle page de publicité, toujours pour Novetic. Bonjour, alors nous allons aborder une nouvelle partie. Maintenant, je pense que vous savez tout sur le marché des fonds verts européens et la taxonomie. En revanche, on va voir avec les praticiens de ce marché comment aujourd'hui on est en train de travailler à s'adapter à ce qui est quand même un changement de paradigme majeur. Alors pour ça, on a invité donc Lise Moret, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la stratégie climat et investissement responsable d'AXA IM, la société de gestion du groupe AXA. Et à distance, mais par vidéo en principe, on a Ladislas Mia, qui est donc le responsable durabilité. Merci beaucoup Ladislas d'être avec nous, qui est donc le responsable durabilité de Mirova. Alors on va faire un débat triangulaire à distance, où je vais vous poser des questions, mais ce qui peut être effectivement intéressant, c'est d'avoir vos deux points de vue de gestionnaires de fonds à thématique environnementale. Première réaction, Lise, au vu du résultat qu'on vient de détailler, qu'est-ce que vous inspire cette étude et qu'est-ce que vous en retenez ? Eh bien, le premier constat, c'est peut-être de se dire que si je comprends donc les grandes conclusions de cette étude, c'est que finalement la taxonomie, elle a bien fait son travail de clarifier les choses. Et peut-être que les marchés ne sont pas aussi verts qu'on le pensait, pour reprendre une remarque qui avait été faite par Patrick Jolivet. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, je crois qu'il faut aller un peu plus dans les détails. Et c'est vrai que aussi ce que je comprends, c'est que au-delà des marchés, des obligations vertes qui sont assez organisées, qui bénéficient déjà d'une classification existante et surtout qui se caractérisent par une traçabilité des fonds, c'est un peu plus compliqué d'identifier le vert. Et donc effectivement, on voit que sur les marchés actions, c'est un peu moins simple de retrouver une offre qui soit réellement en phase avec une taxonomie verte un peu précise. Je voudrais rajouter aussi que
Voilà, on l'a bien vu avec ce que disait Julie tout à l'heure. La taxonomie aujourd'hui, elle est focalisée sur les objectifs climatiques. Il y a d'autres objectifs qui vont bientôt être couverts, notamment ceux qui traiteront de la biodiversité, d'autres dimensions environnementales. On peut s'attendre à ce que potentiellement il y ait de nouveaux fonds qui deviennent pour le coup éligibles. Donc laissons quand même la chance au marché de ce point de vue-là. Et puis peut-être plus généralement aussi mentionner cette question en fait de la donnée et du fait qu'on rentre beaucoup plus en finesse. On a besoin de beaucoup plus d'éléments et je pense en particulier aux questions de granularité sectorielle, puisque finalement dans l'étude on s'est focalisé sur le niveau 1 de filtrage de la taxonomie qui en fait a pour vocation de retenir un certain type d'activité. Et en l'occurrence aujourd'hui sur les marchés, les investisseurs ont à leur disposition des classifications sectorielles qui rendent un peu difficile ce mapping. Oui, puisque effectivement, il y a bien une approche sectorielle sur les marchés financiers, mais en revanche, ces secteurs ne sont pas du tout conformes ou alignés sur la taxonomie. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faut souligner. Si on en revient à vous, dans votre pratique et qui est donc au sein d'un groupe qui a une stratégie de neutralité carbone, à un horizon finalement pas si lointain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'apporte cette logique de taxonomie, c'est-à-dire en fait de référentiels alignés sur des objectifs climatiques? Est-ce que ça vous facilite la vie ou est-ce que ça vous la complique en termes de gestionnaire de fonds à orientation climat? Alors, tout d'abord, donc effectivement, le groupe AXA s'est inscrit à exprimer son ambition et sa volonté de contribuer aux accords de Paris. Donc, on a cette ambition d'aligner les investissements sur une trajectoire à 1,5 degré. Donc, on n'est pas seul. On a rejoint l'alliance des grands investisseurs institutionnels, la Net Zero Asset Owner Alliance. Donc, par rapport à cet enjeu, cet objectif commun qu'on a, est-ce que la taxonomie va aider ? Alors, il y a une chose que la taxonomie fait très bien aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit bien dans l'étude, c'est qu'elle clarifie ce qui est vert et ce qui n'est pas vert au sens d'un objectif donc ultime qui est l'atteinte d'une trajectoire à 1,5 degré. Si on rentre un peu dans les détails, on voit qu'en réalité les benchmarks qui sont utilisés ne sont pas toujours cette trajectoire à 1,5, ça peut être aussi des régulations déjà en place, donc ça complexifie un peu les choses. Mais en tous les cas, on dispose d'une trame de base qui est extrêmement utile et intéressante pour identifier le vert. Le seul point, c'est que pour atteindre la trajectoire à 1,5 degré, on va avoir besoin du vert très très clairement. On ne peut pas travailler que sur le vert. On ne peut pas travailler que sur le vert. Et donc, il y a notamment toutes les activités qu'on appelle de transition qui sont aussi tracées par la taxonomie. Il y a une catégorie des activités qui sont dites de transition. Donc les activités de transition, on les voit bien dans la taxonomie, sauf que la transition, elle va aussi se faire par les entreprises en général. Et donc, c'est-à-dire que peut-être pour préciser, donc les activités de transition, c'est celles qui contribuent à ce que d'autres secteurs puissent finalement atteindre la neutralité. Prenons, je sais pas, l'exemple concret de Saint-Gobain, par exemple, qui produit de l'isolation. Voilà. L'isolation, ça aide à diminuer les perceoires thermiques, par exemple. Donc ça c'est considéré comme une activité de transition. Alors, tout à fait. Ça peut être aussi une activité qui va rester transitoirement dans le mix énergétique. Je pense par exemple au gaz, qui est d'ailleurs un peu encore en discussion. Alors là, on va refaire une émission pour parler Mais de en fait, je cite volontairement cet exemple parce qu'en réalité, la taxonomie, elle est basée sur des activités, alors que quand on redirige un portefeuille d'investissement vers la trajectoire à 1,5 degré, on investit d'abord dans des entreprises qui sont elles-mêmes un continuum d'activités. Donc la réponse à votre question, c'est oui, ça va nous aider à identifier le vert et on avait absolument besoin de ça pour clarifier en fait les choses. On avait des éléments existants, les marchés des obligations vertes ont aidé là-dessus, le label tech également. Mais en fait, au-delà des marchés organisés, comme je disais tout à l'heure, je pense aux marchés actions, au marché des prêts, toutes les classes d'actifs, on a besoin de comprendre ce que c'est que le vert. On a aussi besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'identifier une entreprise qui est bien sur sa transition, qui est bien sur sa trajectoire. Et là-dessus, il va falloir aussi qu'on élabore, peut-être au travers de groupements d'investisseurs ou peut-être à l'aide du régulateur, sur qu'est-ce que ça veut dire pour n'importe quel secteur, n'importe quelle entreprise, d'être sur la trajectoire à 1,5 degré. Et alors, troisième point, effectivement, il y a une dernière partie de l'économie qu'on a un peu abordée avec la question des exclusions qui sont, on va dire, c'est marrant.
C'est-à-dire, c'est cette partie un peu marron. Est-ce qu'aujourd'hui, le simple fait d'appliquer des exclusions, qui sont déterminées, alors la plus répandue, c'est le charbon, mais là aussi, il y a des seuils très différents. On commence à voir apparaître l'exclusion du pétrole controversé, les sables bitumineux, le gaz de schiste. Alors, le gaz, la condition est par les acteurs de marché présenté plutôt comme une énergie de solution. Ouais. Donc comment vous articulez ce travail avec la taxonomie que vous venez de décrire, de la transition, avec cette logique d'approche du marron qui est quand même encore très très présent en fait, sur les marchés? Ben, en fait, en réalité, donc on avait besoin de cette taxonomie verte, c'est très bien, super. On a besoin de clarifier ce sujet de la transition. Qu'est-ce que ça veut dire une entreprise qui est en transition? On a aussi besoin de clarifier ce que c'est que le marron. Donc peut-être qu'il va falloir qu'on réfléchisse à un continuum d'activités et peut-être de comportement au regard de l'atteinte de cette trajectoire à 5 degrés. Et le fait d'identifier des secteurs ou des activités qui n'ont pas de rôle à jouer dans cette transition collective, c'est pas forcément si trivial que ça. Donc chez AXA et chez AXA IM, on a été assez volontaristes sur le sujet et donc Parce que c'est vous qui avez un peu lancé le mouvement de l'exclusion charbon quand même. Voilà, donc on continue dans cette lancée, j'allais dire, et on va jusqu'au bout des choses, puisqu'on s'est engagé en fait à réduire toute exposition, quelle qu'elle soit, au charbon thermique. En réalité, on voit bien que ce travail qui a été fait à l'aide aussi beaucoup des ONG, de la société civile, il faut le dire, il a été très structurant. Il nous a permis aussi de cranter une action qui, in fine, se reflète aussi au travers de notre politique d'engagement et puis le fait de dire qu'à un moment donné, on fait un choix sur les activités qu'on finance. Alors, avant de revenir à vous, je vais me tourner vers Ladislas. Ladislas, êtes-vous là? Bonjour, Oui, Anne-Catherine. Bonjour. Je vais vous poser un peu les mêmes questions. Déjà, est-ce que effectivement, alors Mirova est une société de gestion qui est entièrement dédiée à la finance durable, avec une offre de fonds thématiques environnementaux assez développée. Est-ce que donc les premières questions, est-ce que les résultats de l'étude qu'est-ce qui vous inspire? Et deuxième question, comment la taxonomie aujourd'hui est intégrée par un acteur comme vous et qu'est-ce qu'elle va ajouter à sa palette? Bon, déjà, je pense qu'on peut féliciter Novetic pour la qualité de cette étude. Je pense que le travail qui a été présenté montre qu'il y a un travail en profondeur et de revoir entreprise par entreprise. Ça correspond bien au travail que nous, on fait aussi en interne, à la fois, je pense, chez AXA, chez Mirova. C'est quelque chose de positif de voir de Novetic s'intéresser à ce sujet. Je pense qu'un point qui est intéressant à mentionner, c'est sur cette part verte, le fameux 30%, où on dit voilà, l'exposition des fonds verts certains vont dire n'est que de 30%, alors que ce sont des fonds qui sont peut-être verts. Je pense qu'il y a un chiffre qui est important d'avoir en tête, c'est que les principaux indices de marché, vous prenez le CAC 40, le Stoxx 600, le MSCI Europe, le MSCI World, leur exposition à la part verte des entreprises est inférieure, voire très largement inférieure à 5%. Donc on peut se dire 30% de part verte dans le produit vert, c'est pas beaucoup, sauf qu'en réalité, c'est 6 fois, 7 fois, 8 fois supérieur à ce qu'on a dans les indices. Et que on reste sur des produits financiers qui doivent investir dans l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, je pense que Lise a bien décrit, on a beaucoup d'entreprises qui ont certes des activités variées, dont les parts vertes, mais c'est très difficile aujourd'hui de faire des produits financiers, en particulier sur le secteur des actions, qui va au-delà d'une part 30-35% de parts vertes. Et ça, je pense que c'est un point important, on en parlera peut-être tout à l'heure sur les collabels. Dans la définition justement de ce qu'on veut appeler un produit financier vert demain qui serait labellisé par exemple par l'Europe, comme le mentionnait Patrick Jolivet dans son introduction, je pense que c'est un des points de débat qui va être parmi les plus importants pour avoir quelque chose de réel. Oui, la question, ça c'est un point effectivement très important, c'est le fait que il faut bien ne pas, qu'on est très clair à Novetic sur le fait que les fonds verts sont bien verts, au sens où ils sont choisis sur des critères environnementaux. En revanche, l'alignement de ce mode de management environnemental sur les objectifs environnementaux, que sont par exemple la neutralité carbone, là, c'est plutôt devant nous qu'en l'état. Et c'est vrai que là-dessus, est-ce que pour vous, le fait d'avoir, ce qu'évoquait Lise, une clarification de ce que sont des qualités vertes alignées sur des objectifs environnementaux, c'est le point principal de la taxonomie. Est-ce que vous avez commencé à l'intégrer dans votre approche de sélection verte? Et comment du coup? Donc,
ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, on a quand même la chance d'avoir une régulation qui était plutôt en avance par rapport à d'autres pays européens. Et il y a notamment le label qui a été évoqué, qui avait développé sa propre taxonomie d'une certaine manière, qui est un petit peu différente de ce qu'il y a dans la taxonomie verte, mais qui s'en rapproche beaucoup. Et en fait, nous, nos fonds, on a plusieurs fonds qui sont déjà labellisés Greenfin chez MIPA, et on a une équipe de recherche qui est en charge d'évaluer l'adéquation de chaque entreprise dans laquelle on investit avec le référentiel Greenfin. Donc demain, on fera la même chose avec la taxonomie européenne. Je pense que ça pose quand même deux questions. C'est finalement, est-ce que c'est vraiment efficace au niveau de l'industrie que chaque acteur individuellement fasse ce travail d'identification? Et je pense qu'on a un rôle nouveau de la part de l'agence de notation, qui, on le voit, commence déjà à développer ce type de produit, d'offrir des évaluations taxocompatibilité des entreprises du monde entier. Parce que finalement, voilà, faire ce travail d'évaluation de la taxonomie sur des milliers d'entreprises, autant que ce soit un travail qui soit centralisé. Il y a un point qui va être spécifique à la taxonomie qui n'est pas aujourd'hui dans les référentiels français, c'est ce concept de do not harm criteria qui a été évoqué, de vérifier qu'en plus d'être vert, le produit ne va pas avoir une impact négative sur les enjeux environnementaux ou sur des enjeux sociaux. Je pense qu'il y a une véritable question à se poser collectivement sur à qui va être la charge de la preuve. C'est-à-dire que si on attend de toutes les entreprises du monde qu'elles aient mis en place des politiques très précises, très avancées sur chacun des critères de do not harm, comme c'est évoqué. Donc, il consiste à dire qu'effectivement, non seulement j'ai un bénéfice environnemental, mais en plus, je vérifie que je ne suis pas en train de nuire aux autres objectifs. C'est pour les non-initiés qui nous écoutent. Si on demande à chaque entreprise de prouver ça, on risque d'avoir beaucoup de petites entreprises qui vont se retrouver exclues parce qu'elles n'auront pas forcément les moyens d'avoir des politiques très avancées là-dessus, même s'il n'y a rien de particulièrement grave là-dessus. Et si on est plutôt dans une logique de dire c'est aux investisseurs de s'assurer qu'il n'y a pas de controverse sur ces sujets-là, on pourra avoir des univers d'investissement qui sont suffisamment larges, et je pense qu'il faut quand même pousser tout le monde à essayer de communiquer sur ces sujets-là, mais ce serait vraiment dommage d'exclure beaucoup de petites sociétés qui sont sur de l'innovation, qui ont des produits verts intéressants, juste parce qu'ils n'ont pas eu les moyens d'embaucher un directeur développement durable qui va vous faire une politique de vérification, enfin une politique très formalisée sur les enjeux sociaux et environnementaux complémentaires, même s'ils le font souvent, parfois ils n'ont pas les moyens de communiquer là-dessus. Donc vous, votre idée, c'est que du coup, cette dimension-là, elle devrait être prise en charge par le gestionnaire d'un fonds environnemental qui dit « j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de controverse », avec la gestion de controverses dont on a l'habitude dans l'univers de la finance durable. Exactement. D'accord. Est-ce que, avant de revenir à Alice, je vais vous poser la même question qu'à elle. Est-ce que, donc là, vous êtes en train tous d'innover sur la façon dont vous allez mettre en œuvre la stratégie de finance durable européenne, dont finalement la taxonomie n'est qu'un élément. Est-ce que vous devez le faire chacun, puisqu'on a bien vu à travers notre étude qu'un des sujets, c'est que chaque fonds vert a sa stratégie, ou à peu près, de définition du vert. Est-ce qu'il ne serait pas malin, opportun, qu'aujourd'hui, les gestionnaires d'actifs qui sont sur ce marché travaillent ensemble à construire les métriques, les méthodologies? Qu'en pensez-vous, Ladislas? Alors, je pense qu'on travaille beaucoup ensemble, notamment avec AXA et d'autres acteurs. On se rencontre très fréquemment pour échanger sur ces questions à la fois de définition des parts vertes, de définir des indicateurs. Donc, moi, sur la partie de définition de la part verte, je pense qu'on est quand même plutôt bien avancé entre ce qui a été déjà fait au niveau français et ce qui est en train de se développer au niveau européen. On a quand même des cadres qui sont assez précis. Après, j'aurais tendance à dire libre à chaque gestionnaire d'actifs de proposer des offres de produits qui vont se focaliser sur certaines thématiques vertes plutôt que d'autres. Chaque acteur financier est libre de penser que certaines typologies de produits verts vont mieux se développer que d'autres et de mettre un accent que les autres éventuellement sur ce sujet-là. Je trouve que c'est quelque chose qui est sain. Sur les indicateurs, par contre, ça, on a un véritable sujet. Vous l'aviez mentionné que les sociétés de gestion financière manqueraient de transparence sur ce sujet-là. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire attention sur ces questions d'indicateurs d'impact physique, notamment sur les questions de performance environnementale. Vous avez une petite tendance, et on l'a vu au niveau de la Commission européenne à travers la dernière consultation, à vouloir que les actifs communiquent des dizaines d'indicateurs environnementaux au niveau d'un portefeuille. Je ne suis pas sûr que ce soit des éléments qui aident beaucoup les investisseurs à choisir un portefeuille. Si vous avez des éléments très techniques sur la quantité de polluants, sur la quantité de déchets qui ont été émis au niveau du fonds, est-ce que ça va vraiment vous aider? Je pense qu'il vaut mieux pousser les investisseurs à communiquer sur quelques indicateurs ciblés bien construits
Et sur le bien construit, c'est vraiment, bon, le diable est un peu dans les détails, mais vous avez beaucoup encore de gens qui communiquent sur des empreintes environnementales, qui ne regardent que les impacts directs des entreprises. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Ça reviendrait à dire, par exemple, pour une entreprise d'automobile, je vais calculer l'empreinte carbone de cette entreprise automobile uniquement sur la base des émissions des sites de production automobile et pas sur les consommations des voitures. Et donc, être dans cette logique-là de dire que les indicateurs ils doivent prendre non seulement les impacts directs des entreprises, mais les impacts liés à l'utilisation de leurs produits, les impacts dans leur chaîne d'approvisionnement, les impacts positifs éventuellement de leurs produits. Construire ces indicateurs-là, c'est des choses qui sont assez lourdes et qu'il vaut mieux quelques indicateurs bien construits sur le climat, peut-être demain sur la biodiversité, comme on est en train de travailler dessus avec AXA notamment. Je pense que c'est vers cette logique-là d'avoir quelques indicateurs bien construits plutôt que pléthore d'indicateurs qui finalement ne vont pas dire grand-chose. Alors Lise, est-ce que vous travaillez ensemble effectivement à définir des indicateurs de biodiversité, est-ce que vous partagez cette idée? On voit bien que c'est un des principaux sujets finalement, c'est que chacun, on a pendant 20 ans laissé un certain nombre de démarches volontaires qui fait qu'elles n'ont pas été concertées entre les acteurs et que du coup aujourd'hui c'est un peu une jungle quand même dans laquelle on est assez difficile de se repérer. Est-ce que pour vous et comment on peut travailler pour que finalement les gestionnaires d'actifs de fonds verts aient les mêmes métriques, la même construction et la même méthodologie, puisque par exemple sur le carbone aujourd'hui c'est le Far West. Alors, pour répondre à ça, d'abord peut-être simplement de dire que je ne pense pas que ça soit forcément une mauvaise chose qu'il y ait une pluralité des outils utilisés. Il peut y en avoir quelques-uns et je pense que c'est bien de susciter l'innovation sur ces sujets qui restent encore pas encore très bien connus. Donc, on peut laisser encore la possibilité aux investisseurs, aux gérants d'actifs d'innover, d'avoir une préférence. Par contre, à un moment où on demande de plus en plus de transparence aux entreprises dans lesquelles on investit, aux investisseurs eux-mêmes, il y a peut-être un troisième larron dans l'affaire, une autre partie prenante que jusqu'à présent on n'a pas trop embêté sur ces sujets-là, c'est le fournisseur de solutions et de données. Et donc c'est vrai que pendant 10, même plus que ça, plus de 20 ans, le marché de l'investissement socialement responsable s'est beaucoup développé à la faveur justement de ces agences de notation qui ont été extrêmement structurantes à offrir cette capacité d'analyse sur les moyens d'ailleurs, beaucoup. Et bien en fait on passe à un moment de la finance durable qui est plus tourné vers les impacts, vers la mesure, vers le concret, les KPI. Et donc de ce point de vue-là, on demande aussi la transparence à ces fournisseurs de données, à ces fournisseurs de référentiels, qui soient dans une démarche commerciale ou pas d'ailleurs, encore une fois, d'ouvrir le capot et de nous expliquer à nous investisseurs et aux investisseurs en bout de chaîne, je pense notamment potentiellement aux investisseurs individuels, pourquoi pas, comment ils ont fait pour calculer une métrique de biodiversité, de climat, comment est-ce qu'ils ont fait pour estimer une donnée manquante, parce que ça, on en parle pas beaucoup. Mais ça, voilà. on a évoqué, alors déjà, il y a un premier sujet, c'est que finalement, on l'a vu, puisque depuis 5 ans, il y a une multiplication de méthodologies d'évaluation des empreintes carbone, de la trajectoire climat, etc., que ce n'était pas forcément les acteurs de la notation historique sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à partir des rapports que fournissent les entreprises qui étaient les bons. Et une des raisons principales, c'était qu'il y avait un énorme travail de modélisation qui relève de l'intelligence, enfin, on va faire simple, de l'intelligence artificielle avec certains types de données qui n'étaient pas forcément du tout le mode opératoire des agences de notation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on va vers ça ou est-ce que finalement, ça va être un élément indispensable à la reconversion des agences de notation ESG parce que finalement, leurs données aujourd'hui, telles qu'elles sont souvent, ne présentent pas un intérêt majeur et d'ailleurs, on voit de plus en plus d'agences qui commercialisent, qui les mettent en accès gratuit finalement. Tout à fait. En fait, on le voit déjà. C'est-à-dire que les grands pourvoyeurs d'informations ESG sont tous en train de quitter la zone, pour le dire clairement, des scores ESG qui est déjà bien balayée. Alors il y a des classes d'actifs qui sont encore pas très couvertes, mais en tout cas qui sont en train de faire leur mutation et de se spécialiser, voire
de racheter des fintech qui, eux, ont déjà passé la vitesse supérieure et sont rentrés dans une démarche beaucoup plus analytique. Et après, On peut donner des noms. MSCI, rachetant Carbone Delta. Bah voilà, mais ce ne sera certainement pas les seuls. Et en fait, voilà, l'information ESG, elle va aussi vers ça. C'est-à-dire que comme on demande de plus en plus de mesures d'impact, et bon, la biodiversité, c'est le prochain sur la liste. Hein. Donc nous, on l'a bien vu effectivement avec Mirova au moment où on a fait cet appel. Les outils existants ne sont pas si nombreux que ça. Et la complexité qu'on a vue dans le climat, elle peut être ailleurs. Elle peut être sur d'autres sujets, ou plus que la complexité, disons, la richesse qu'on demande à un modèle, on va la retrouver ailleurs dans la biodiversité, peut-être dans d'autres mesures d'impact et d'objectifs de développement durable. Donc oui, en fait, les agences de notation à l'ancienne, telles qu'on les a connues sur les 20 dernières années, elles vont devoir faire leur mutation. Et surtout, je le répète, elles vont devoir donner accès à plus de transparence sur leur méthode de travail. Et moi, ma perception, et je pense que je ne suis pas la seule à partager ça, c'est que de plus en plus, on va avoir une espèce de collaboration entre les investisseurs qui sont les utilisateurs de cette donnée et les pourvoyeurs de solutions, comme on l'a fait dans le cadre de cet appel à contribution. La Net Zero Asset Owner Alliance a fait récemment ce qu'on appelle un call for comments, donc un appel, en fait, une espèce d'enquête, en fait, au travers de tout le paysage des fournisseurs de données climat, de mesures d'alignement, avec un cahier des charges. Qu'est-ce qu'on veut, nous, en tant qu'investisseurs? Qu'est-ce qui serait pratique pour nous, compte tenu du fait qu'on veut aussi quand même une rigueur scientifique dans la métrique qu'on va utiliser. Et je pense qu'il y aura de plus en plus d'allers-retours comme ça, ce qui suppose, et là il faut vraiment que les fournisseurs de données, mais je pense aussi encore une fois, aux plateformes plus standardisées, type Carbon Disclosure Project, de faire un peu de changer de faire aussi leur mutation, voilà, elle aussi, voilà, leur transformation. Voilà. Et donc, ça c'est un point extrêmement intéressant, et on montre bien que tout le marché va devoir bouger, et plutôt à la vitesse de la lumière qu'à celle de l'escargot. Voilà. Ladislas, on a une dernière partie finalement de ce marché qui sont les épargnants. Vous êtes dans une stratégie dans le groupe BPCE d'essayer de les sensibiliser. Il y a des campagnes de promotion et des choses comme ça. Comment aujourd'hui, tout ce qu'on vient de se dire, qui peut passer pour relativement technique pour un public de non-initiés, va pouvoir être communiqué à cet épargnant qui peut avoir des attentes environnementales plus ou moins formulées? Et est-ce que le dispositif d'écolabel qu'on évoquait est le bon outil pour faire ça? Alors, avez-vous entendu ma question? Je ne sais pas. Ladislas, avez-vous entendu ma question? Peut-être pas. Bon. Alors, on va faire comme à la télé. Donc, il semblerait que la liaison avec Ladislas n'ait pas permis d'avoir ma question. Moi, j'ai l'impression qu'elle a... Si, Ladislas est revenu. Ladislas? Oui, non? Bon. Alors, est-ce que si Ladislas n'est pas revenu, on va voir si Bernard, lui, est avec nous. Bernard, est-ce que vous êtes avec nous? Bernard? Hello? Because I have to speak English with Bernard. Yes. Yes? Here you are. Thank you. Thank you. Alors, I just say a word in French and I come back to English. Nous avons donc, vous avez vu dans la présentation de l'étude qu'on a traité différemment parce que ce sont des marchés extrêmement différents, les fonds actions environnementaux et les green bonds, les fonds de green bonds. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans cette émission exceptionnelle Bernard Schlisser, qui est le dirigeant de Cicero, qui est une agence de notation norvégienne spécialisée sur les second party opinions, c'est-à-dire la certification des qualités environnementales de Green Bond. Et il parle anglais, donc je vais aussi parler anglais. So now I switch to English for real. Thanks a lot, Bernard, to be with us, because Cicero is a Norwegian climate research center, but one of his he's working very hard on what we call second-party opinion for green bonds. You are one of the global leaders of that, and that's maybe the first question is dedicated to you are calling your offer the global green shades
the shades of green. And what kind of difference you make with these shades of green? Because you have green, dark green. How do you differentiate dark green and light green? Well, hello, first of all, and congratulations to this report. It's great to see you out there, and thank you for inviting me to speak today, even though I'm not fluent in French. It's great that we have this topic of discussing the taxonomy today and also how it relates to our shades of green. As you rightly mentioned, our institute has a subsidiary which is called Shades of Green that is dedicated to channel climate science into the private sector and into the financial community. And this is really something that we are very proud of and that has been recognized by the investor community through awards as well, that our methodology is really rooted in climate science. And we have developed over the years, since we have rated our first green bond from the World Bank in 2008, a methodology that is really easy to grasp for investors. And this is these shades of green, where we separate between dark, medium, and light green. And here we're really doing a check for environmental integrity. So we basically see our responsibility in performing environmental due diligence to investment frameworks or to green bond frameworks, where we look through project categories and where we also look into the governance of issuers. So basically the ability to implement the framework as it is set out. And the EU taxonomy now also plays into that, how we get into this like overarching shade of green. And this is really what we're most well known for. A dark green investment framework is what we would say is aligned with the 2050 solution. So something that is low carbon, but also climate resilient. And for us, the light green would be more on the other end, being very relevant for the transition in terms of efficiency improvement and emission reductions, but maybe not as climate resilient, and definitely not the solution that we want to see in a low carbon society. And in the we have this green basically. So this is kind of the spectrum that we have to make it easily understandable. Okay, so how is the EU taxonomy coming into play in the analysis as you do? Is it helpful for you to have this kind of tool? Yes, so we see a few obstacles with the EU taxonomy, but in general, we welcome this move. There's, of course, we see a lot more discussions that we wanted to have for years in terms of green definitions. It is useful to have a common understanding among all stakeholders. And it just sets some standards to significant harm criteria and social safeguards that are unifying and that we use in our assessment. So, for example, the technical screening criteria that directly are used. And how it is implemented is basically determined also through the Green Bond Standard and suggested by the technical expert group, who says we want a common approach to that. So we want a formalization of external reviewers so that we're all doing similar things, so we provide the confidence to the market. And so we use it in a way that we screen, for example, these technical screening criteria, but we run into an issue that also was raised by the report that was published right now, and it's a data issue. So we would like to assess, for example, in the building sector, if a building is 20% better than the regulation in Europe, or among the 15% best for the existing buildings. But to find this out is quite difficult to get this data. It puts a lot of pressure on issuer, and it puts a lot of pressure on external reviewers to kind of find it out. There is data that is to all EPC levels for the buildings are either not existent or they might not be relevant. And so there's really this issue that there is not necessarily enough data to actually assign compliance. And when we do this, we find out that only a small share is likely going to be aligned, or I can't say it is likely going to be aligned,
but with some interpretation, especially with the do no significant harm criteria, where we see a lot of need to actually interpreting how this would be applied to this investment framework. So thanks a lot. We understand better that it's a very useful, but maybe theoretic at that time, because the market is not really ready for some aspects of the taxonomy. So we come to the green bond standards linked to the taxonomy, the European green bond standard. Do you think, which kind of role could it play for the green bond insurance? Do you think many actors says it could stop, not really stop, but it could make this market going slowly than it is right now? Do you think so, or do you think it's really useful to make greener this market? So with regards to the green bond standard, first, we do not yet know when it's going to be finally implemented, and we have this issue that it needs to be practical. This is something that we put in the kind of forefront in our assessment. It needs to kind of carve out the ambition of investors and reward these who are putting a lot of effort into setting up frameworks that are pushing the market forward. So we see our role as a reviewer also to kind of provide use cases and to kind of carve out these ambitious movers to drive the market forward. How it will eventually be successful is actually really determined by the fact how practical we make it, how we, for example, take into account the local context and how we interpret it and how it is rooted into climate science. And so therefore we see an even increased need in having involved external reviewers and especially scientific institutes that kind of provide this guidance for the market forward. So do you think, and maybe it will be my last question, do you think that there are enough issuers on the market for rapid adoption of the EU global, not global, maybe global, but at that time European green bond standard? Do you think the market is ready? The market is ready in terms of that a lot of these issues have been discussed before. It is difficult to say if it will be ready in terms of alignment, full alignment, and the main reason for that is this data availability and the fact that issuers have to get data that is not yet available. So it will take some time to kind of have 100% alignment, but we have this time now to actually start assessing. And then we will, on this basically baseline that it's not yet fixed in terms of criteria, and then as it is going to be implemented fully, we will have some experience to kind of move forward. So thanks a lot, Bernard, because it was very important to have you to help people to understand better that it's really a European market with many different players, and you are one of the most important one on the second opinion market. So many thanks to have taken time for us, and we hope to see you very soon in another TV webcast for about green funds. Thanks a lot, Bernard. Alors, est-ce que Ladislas est revenu avec nous ou pas? Je crois que ça devrait fonctionner normalement. Mais oui, Ladislas, je vous entends. Donc Ladislas, avant de vous perdre, je vous posais la question, on évoquait, on voit bien, je pense qu'à l'issue de cette heure et presque et demie passée avec nous, vous comprendrez mieux à quel point il y a un marché vert, et c'est ça qui est très intéressant, qu'il faut retenir, mais que ce marché vert est extraordinairement complexe et à l'heure actuelle percuté par de nouvelles météorites qui sont la taxonomie et un certain nombre d'autres réglementations, alors que finalement on peut imaginer que l'épargnant de base qui souhaiterait que son épargne finance la transition environnementale, il aura besoin évidemment de ne pas entrer dans toute cette technicité. Ladislas, est-ce que vous, qui êtes au sein d'un groupe qui est en train de mobiliser finalement vos clients sur ces sujets-là, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on va pouvoir parler vert clairement à l'épargnant, et est-ce qu'un écolabel suffira ?
Donc effectivement, c'est un gros sujet d'être capable de communiquer au client final sur ces sujets de produits verts, d'investissement responsable de manière générale. Je pense qu'on peut, nous, en tant que société de gestion, réfléchir sur les indicateurs, essayer d'avoir quelques indicateurs simplifiés, des histoires à raconter. Mais malgré tout, effectivement, le point principal, ça va être d'avoir des labels qui soient propres, reconnus, ambitieux sur ces sujets-là, mais aussi réalistes. On peut voir en France, hein, je crois, sur les fonds, le label Greenfin, je crois que le nombre de fonds actions qui sont labellisés Greenfin, il y a moins d'une dizaine de fonds qui sont labellisés. Il faut réussir à trouver en fait un bon équilibre au niveau des labels entre si on est sur quelque chose de pas suffisamment ambitieux, il y aura pratiquement tous les fonds qui pourraient être labellisés, du coup c'est ridicule, ça ne sert à rien. Mais inversement, si on a des critères de labellisation qui sont trop forts, le risque c'est d'avoir aucun fonds labellisé et de ne pas réussir à contribuer à la dynamique du marché. Vous l'aviez bien dit en introduction, on est sur une niche. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que le marché lui-même va bouger? C'est-à-dire que les entreprises sont confrontées à une crise colossale à cause du Covid-19. Est-ce que finalement, il ne va pas servir de facteur d'accélération, une transformation plus rapide qu'envisagée des entreprises telles qu'elles sont aujourd'hui? J'en suis convaincu, mais ça va quand même prendre du temps. On parle d'entreprises qui sont des multinationales dans beaucoup de cas, sur lesquelles transformations sont lourdes à mettre en place. Je vais vous donner un point très concret sur les débats sur l'écolabel européen aujourd'hui. C'est le grand sujet, c'est le seuil de vertitude des fonds. Est-ce qu'un fonds vert, c'est un fonds qui a 20%, 30%, 40%, 50% de part verte? Moi, ma conviction, c'est que si on met une part verte à 50%, qui pourrait sembler intuitive aux clients finaux, si on la met à 50%, je suis à peu près sûr qu'il n'y a pratiquement aucun fonds qui seront capables d'y répondre. Et vous l'avez montré avec votre étude, et pratiquement aucun fonds n'est à ce niveau-là. Donc, se dire qu'on est sur des fonds qui permettent d'avoir 6 fois, 7 fois, 8 fois plus de part verte que les indices traditionnels, ça me paraît déjà quelque chose de très ambitieux. Si on rajoute en plus les aspects exclusion qui n'existent pas sur les fonds verts, ce que je trouve très bien. Mais à vouloir mettre la barre trop haut, on risque de tuer le développement du marché. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel la Commission européenne, les ONG qui se sont positionnées très fortement sur ces jeux-là, doivent avoir bien en compte. Peut-être pour finir, juste sur l'aspect communication avec les clients finaux, je pense que le gros sujet à la fin, plus que les labels, plus que les indicateurs, ça sera la capacité des sociétés bancaires à former les chargés de clientèle. On voit que c'est encore difficile. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience vous-même, mais allez essayer de parler à votre conseiller financier de produits verts. Souvent, vous êtes face à des gens qui ont déjà beaucoup de choses à faire, beaucoup de produits à suivre et qui n'ont pas encore une formation adéquate pour y répondre. Et là, je pense qu'on a un véritable sujet pour être capable de porter le marché, pour le diffuser, d'avoir des conseillers bancaires qui soient au courant et qui soient capables de suivre les clients sur ces sujets-là. Oui, là, c'est un point très important sur lequel on travaille à Novetic avec une offre de formation, justement, des chargés clientèle, puisque en plus, et c'est peut-être un des derniers points qu'on peut aborder avec vous, c'est qu'au mieux, on vous répond « Ouh là là, n'allez surtout pas sur un marché qui va vous faire perdre de l'argent, mon brave monsieur ou ma brave dame », alors qu'en fait, c'est assez faux, non, Ladislas? On ne perd pas d'argent à investir vert aujourd'hui. Alors, tous les fonds verts... Enfin, sauf si vous avez un mauvais gérant, mais... Tous les fonds verts ont très bien marché ces dernières années. Moi, je pense qu'il faut être prudent de ne pas dire que l'investissement responsable, systématiquement, fera de la performance. Je pense que c'est possible de faire de l'investissement responsable qui fait de la performance, mais du coup, ça veut dire qu'il faut avoir un bon gérant. Mais en fait, quand vous sélectionnez un produit financier traditionnel sans critères verts, vous n'allez pas dire juste parce que c'est un produit financier, il va performer. Et ben, c'est pas parce qu'il est responsable qu'il va forcément performer ou pas performer. Et que la qualité de la gestion, ça s'évalue avec la qualité des gérants. Et qu'il faut effectivement des gens qui soient spécialisés du sujet, qui soient capables de faire des fonds qui soient certes verts, mais qui soient aussi performants. Et que cette analyse de la qualité des gestions, elle est aussi nécessaire pour les fonds responsables et les fonds verts que pour les fonds traditionnels. Donc il faut changer la conversation. Et on voit bien que la taxonomie a cette possibilité. Alors, avant d'un dernier petit mot, Lise Moret, de conclusion, en principe, vous avez sur votre écran la possibilité de poser des questions. Donc, alors, on a essayé de répondre à toutes celles que vous pourriez potentiellement vous poser. Donc, si vous en avez, c'est le moment de remplir, d'envoyer vos petites questions auxquelles on répondra dans l'ultime séquence de ce moment-là. Par rapport à ce que vient de dire Ladislas, Lise, est-ce qu'aujourd'hui,
Finalement, on a vu tous les obstacles qui existent sur le développement plus massif d'une offre de fonds verts orientée sur les objectifs environnementaux de l'Union, qui sont des obstacles de marché, qui sont des obstacles techniques, qui sont des obstacles de transformation des entreprises. Mais est-ce que si on prend par le bout de l'épargnant, est-ce que finalement aujourd'hui, le principal sujet d'un marché qui est un marché d'offres, vous arrivez rarement chez votre chargé de clientèle en sachant quel produit financier vous voulez acheter, quel est le point qui vous paraît le plus important à travailler aujourd'hui pour un réseau comme le vôtre pour mobiliser l'épargne? On parle beaucoup d'épargne en ce moment des Français, pour mobiliser l'épargne au service du financement de la transition. Il va falloir appuyer sur quoi et comment? Alors en fait, je l'ai un petit peu abordé, c'est-à-dire que la finance durable est clairement passée d'une époque où finalement on attestait d'une relative performance globalisante ESG sans trop raconter l'histoire qu'il y avait derrière et de fait l'épargnant final avait un petit peu du mal à s'y retrouver, il y a toujours du mal à s'y retrouver d'ailleurs. Et donc ça, on est en train d'évoluer vers cette finance qui a plus vocation à démontrer l'impact et les résultats. Eh bien, je pense que pour nous, investisseurs, la leçon, c'est ça. Alors, peut-être que, justement, il faudrait qu'on soit plus enclin à discuter avec le régulateur, puisque le régulateur nous fait cette proposition qui est très structurante, comme je le disais, pour faire en sorte que, in fine, on arrive à raconter une histoire avec ces référentiels-là et qu'on arrive à restituer une information suffisamment claire à l'épargnant final. Avoir cette information, ça permet aussi d'innover et donc éventuellement d'enrichir l'offre. Donc voilà, pour ça, je pense que c'est un peu la conclusion générale aussi de cette discussion, c'est que là où les entreprises pourront nous fournir de l'information, et pas que les entreprises d'ailleurs, il peut y avoir les États, puisqu'on investit aussi dans de la dette souveraine, pourront nous fournir une information vraiment consistante et riche et sans équivoque. Là où le régulateur est en demande, cherche à faire un petit peu la clarification des indicateurs sur lesquels on doit communiquer, et puis nous, en tant qu'investisseurs, arriver à s'emparer de tout ça pour en faire un produit qui fait du sens. Et donc, il faut aussi que nous, on ait ce courage-là d'aller chercher des produits qui font du sens et potentiellement de la performance. Merci beaucoup Lise, merci Ladislas, merci à Julie, Lorraine, Patrick Jolivet, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission consacrée à la sortie de notre étude Les fonds verts européens au défi de la taxonomie que vous pouvez retrouver sur notre site novetic.fr et en attendant nos prochaines aventures qui seront consacrées au marché des infrastructures, du marché des fonds d'infrastructures européens qui seront un autre angle finalement sur le verdissement de l'économie européenne. Merci à tous, au revoir. Alors, c'était un faux départ, en fait, puisque nous avions bien des questions, mais dont je n'avais pas connaissance. Donc, puisque vous êtes toujours là, on va essayer d'y répondre avec Lise. Alors, la première d'entre elles, vous êtes la bonne personne pour y répondre. Quelle est la place de la biodiversité et du social dans la taxonomie? Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est à venir. Comment, pour l'instant, vous travaillez justement à garder cette logique de l'ESG, qui est de ne pas se focaliser sur une seule thématique, mais de l'élargir à bien d'autres? Donc, pour l'instant, on n'est que sur le climat pour la taxonomie, mais comment vous élargissez la focale? Alors, comment on élargit la focale? Déjà, il y a quand même une forte interaction entre la biodiversité et le climat. Donc, aujourd'hui, adresser des objectifs de mitigation, en anglais, français, du changement d'adaptation au changement climatique, ça a aussi pour conséquence, indirectement, d'adresser des sujets qui vont être une source d'impact très négatif pour la biodiversité. Alors, ça ne donne pas toute l'histoire, mais nous, ça nous oblige aussi à faire la connexion entre le changement climatique et les grands changements actuels qu'on observe sur les flux qui impactent la biodiversité. Et donc, au moment où nous, on va chercher une métrique, où on va s'intéresser aux indicateurs qui sont potentiellement capables de mesurer l'impact de nos portefeuilles pour la biodiversité, on va aussi indirectement ou forcément aborder ces sujets mordre sur les objectifs climatiques aussi. Donc je pourrais citer des exemples, mais en l'occurrence, on en a parlé, on a sélectionné donc un spécialiste de la mesure, ou en tout cas qui est en train de développer une mesure sur la biodiversité, qui capitalise sur des travaux qui ont déjà eu lieu de mesure d'une contribution nette environnementale, et on est là-dedans. Dans la contribution nette environnementale, on a la biodiversité et on a le climat. Donc c'est un continuum de verre. Voilà, et l'idée c'est effectivement bien aujourd'hui
aujourd'hui de comprendre quel est l'impact alors on commence à comprendre quel est l'impact des entreprises et de leurs produits sur le réchauffement climatique et sur l'émission de CO2, mais alors par contre sur la biodiversité, on est très focalisé sur la disparition des espèces, mais beaucoup moins sur finalement quel est l'impact économique. Alors on peut le voir sur l'agriculture, mais au-delà de l'agriculture, c'est bien plus vaste que ça, et là on démarre à peine. On démarre à peine. D'ailleurs, c'est un peu un appel à contribution aussi du monde académique, qui nous a beaucoup alimenté sur les sujets de trajectoire et il n'y a pas tant de cette chose sur la biodiversité. Exactement. Alors, le social aussi, parce que la question parlait aussi des objectifs du social. On est aussi en recherche de ça. Donc, notamment en France, il y a eu une réflexion un peu rhétorique autour de comment est-ce que les modèles académiques peuvent enrichir la finance responsable qui est en train massivement de se tourner vers l'impact. Sans trop de référentiels, ce qui peut-être on peut imaginer dans quelques années qu'une taxonomie sociale nous amène à sortir des études de cet ordre avec des conclusions similaires où et finalement on aura bien fait de clarifier les choses. Alors on sait déjà d'ailleurs que la plateforme qui vient d'être fondée, qui s'est réunie pour la première fois mi-octobre, doit travailler dans les 2 à 4 ans qui viennent sur une taxonomie sociale et dans un climat social de l'Europe qui va d'ailleurs a priori être très dégradé à ce moment-là. Donc ça c'est un point important. C'est aussi un point important d'avoir en tête que ce plan d'action sur la finance durable européen faisait quand même allusion aux objectifs de développement durable qui développent une palette beaucoup plus large que le seul objectif environnementaux, mais bien de faire l'articulation entre environnement et social. Ce qui m'amène, alors on a vu que le champ est vaste en termes environnementaux, mais le champ géographique est tout aussi vaste. On a une autre question sur la question du périmètre d'activité. Est-ce que finalement aujourd'hui on est en train de développer une forteresse européenne qui travaillerait sur tous ces sujets-là et que pendant ce temps-là, alors évidemment la question porte sur la Chine, que fait la Chine pendant ce temps-là? Comment ça va s'articuler finalement? Alors il se trouve justement que là, très récemment, on comprend que l'Union européenne va s'allier justement à la Chine pour réfléchir à un élargissement de cette taxonomie, qui aujourd'hui est donc européenne, à une échelle plus globale. Et donc, je pense que ce n'est pas vraiment un argument de dire que le régulateur européen est en train de construire une boîte fermée autour de la régulation européenne et des bonnes pratiques en Europe. Cette taxonomie, elle repose quand même... alors, on pourrait peut-être envisager qu'elle soit davantage dans ce sens-là, mais elle relève quand même d'une ambition, d'un objectif de l'Union européenne de participer à la transition vers la trajectoire à 5 degrés. Et là, ça c'est global, c'est pas européen. Donc l'argument géographique, il se comprend. Maintenant, je pense qu'il va être de moins en moins avançable comme frein au développement et à la légitimité de la taxonomie européenne. Alors, comme ceux qui nous posent des questions aiment les sujets qui fâchent, on a aussi une question sur... Et la taxonomie dit quoi sur le nucléaire ? Alors, donc on sait qu'il y a encore des débats, donc quand j'évoquais le gaz tout à l'heure et donc le nucléaire aussi, c'est les deux larrons là qui sont encore un peu pas très stables. Il faut quand même qu'on rappelle qu'effectivement le nucléaire est considéré comme une énergie peu émettrice de gaz à effet de serre, donc très promu par beaucoup d'acteurs français comme une solution, et très exclu par beaucoup d'acteurs non français, en particulier allemands ou autres, comme une énergie à exclure. Et ça, nous, on le retrouve dans l'étude, on le retrouve un peu partout, qui est effectivement Là, pour l'instant, on n'a pas consensus européen sur la question du nucléaire. Forcément, il y a évidemment des enjeux qui sont importants. Alors peut-être que pour répondre à cette question qui est délicate, ce qu'on peut dire, c'est que exactement comme on l'a fait, comme les scientifiques du GIEC l'ont mis en avant dans leur rapport et finalement nourrissent toute la communauté des politiques, des investisseurs, avec des référentiels qui sont robustes et fondés sur une relation scientifique. Je pense que sur le nucléaire et le gaz et toutes les activités un peu grises, brunes, où on ne sait pas trop, il faut au maximum se reposer là-dessus. Et donc, je comprends que des experts, effectivement, sont en train de travailler sur un rapport, ou en tout cas essayent d'alimenter la plateforme dans le Tech 2.0 là,
sur les questions qui sont mises en avant généralement par la société civile sur les risques potentiels du nucléaire, donc en l'occurrence le retraitement des déchets. Ils ne sont pas les seuls. Je pense qu'il faut se reposer là-dessus. Et puis peut-être pour être un peu plus concrète dans ma réponse, donc on a parlé donc de cet appel à outils pour mesurer la biodiversité qu'on a faite avec Mirova et d'autres investisseurs. On a retenu une solution qui s'inspire d'un outil qui s'appelle la Net Environmental Contribution, que moi j'aime bien parce qu'elle offre justement cette pluralité dans la mesure du verre et qui nous dit voilà, que le nucléaire, il se situe probablement il est probablement neutre, en carbone en l'occurrence. Et donc, c'est là-dessus que la plateforme va devoir épiloguer. Et ma recommandation, ce serait de ne pas passionner le débat et de se fixer, de se baser sur des rapports scientifiques. Oui, alors là, on a vu qu'effectivement, on sait qu'il y a un trilogue européen, puisqu'il y a donc la Commission qui est très allante sur tous ces sujets-là, le Parlement qui est lui-même aussi, et puis il y a le Conseil où ce sont les États qui sont représentés. Et là, on peut dire que le discours sur le nucléaire est extrêmement passionnel, en particulier entre la France et l'Allemagne. Donc on sait que finalement, c'est aussi un des obstacles que va devoir surmonter la taxonomie, d'essayer de sortir de débats passionnels non tranchés au sein de l'Europe. Ce qui amène d'ailleurs du coup à ce que vous évoquiez, c'est finalement une des questions qui était posée, c'est est-ce que la taxonomie exclut des activités, exclut au sens une approche négative? Alors non pour l'instant, et l'idée est bien de faire maximiser aux activités leurs impacts positifs et minimiser leurs impacts négatifs. Donc, en revanche, l'écolabel, lui, aura a priori des démarches d'exclusion de la même façon que le label Greenfin en France. Aujourd'hui, certes, garantit l'investissement dans des activités environnementales, mais garantit l'exclusion de toutes les énergies fossiles et du nucléaire aussi, d'ailleurs, ce qui nous permet d'enchaîner. On a une autre question, Lise, sur... au final, on voit bien que la taxonomie concerne un champ spécifique d'activité. Ouais. Quel impact ça va avoir sur les autres entreprises qui sont un peu hors champ? Est-ce que vous pensez que ces entreprises doivent elles aussi publier finalement ce type d'informations? Est-ce qu'on doit changer la nature du reporting des entreprises? Parce que finalement, elles ont tout un impact. On parlait de la biodiversité, on parlait d'un certain nombre de choses. Et donc, est-ce que finalement, cette évolution à venir du reporting ne va pas transformer la façon dont les entreprises, quelle que soit leur taille aujourd'hui, réfléchissent à leur impact environnemental plus globalement? Alors moi, j'en ai la conviction. C'est-à-dire que je pense que pour le moment, on est quand même au début de la démarche, que dès lors qu'on va commencer à couvrir les autres objectifs environnementaux, on va élargir aussi le spectre des secteurs. Donc on a vu dans l'étude qu'on avait quelque chose entre 15 et 20% du marché qui est aujourd'hui couvert par la taxonomie. Donc on comprend ce que c'est. C'est les secteurs, ce qu'on appelle les hard to abate secteurs en anglais, donc les secteurs à fort enjeu, plutôt industriels. En l'occurrence, il y a des secteurs à fort enjeu qui ne sont pas industriels, qui sont plus... du côté de la demande. Et ceux-là aussi, ils vont devoir montrer patte blanche, en tout cas répondre... Ou pas de vert. Voilà. Donc oui, moi, j'ai cette conviction-là que... et en tout cas, c'est ce qu'il faudrait, que la taxonomie influence un peu les dynamiques de reporting et de transparence des entreprises, quelles qu'elles soient, quel que soit le secteur. Merci beaucoup à vous, Lise. C'est donc cette fois-ci vraiment le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là et à très bientôt.